Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Des pics de pluie et un froid à en frémir. L'alerte météo reste valable dans le nord, le sud et le centre du royaume notamment. Ces conditions météorologiques exceptionnelles ont inondé plusieurs villes. Martil en fait partie. Les hauteurs de pluie y ont dépassé les 90 mm. L'eau s'est introduite dans plusieurs habitations. Nous suivrons un reportage sur place. L'offshore, un secteur prometteur qui s'en sort plutôt bien après les chocs provoqués par la crise du Covid. Les professionnels ont misé sur une recette gagnante, celle de la résilience. Ils essaient tant bien que mal de sécuriser la relance et de rattraper le grand manque à gagner. Nous suivrons un reportage à Casablanca. Également dans ce journal, immersion dans l'univers de l'artiste peintre Hassan Chaheri. L'artiste est en support et mode d'expression. Il excelle aussi bien dans le dessin, la sculpture et l'installation. Une sobriété qui rappelle le style minimaliste à découvrir donc en fin de journal. Bonsoir. Alerte météo en raison des intempéries qui se sont abattues sur l'ensemble du territoire national. De très fortes précipitations orageuses, parfois ininterrompues, inondent quartiers et infrastructures. Ajoutez à cela le froid, la neige et les vents très forts. Et des conditions météorologiques qui font classer des zones dans le nord, le centre et le sud du royaume au niveau rouge carrément. De fortes averses orageuses de niveau rouge d'ailleurs sont prévues ce soir et demain dans les provinces d'Agadir, Idaoutanan, Taroudan et Saouira. Tanger Asela, Fahsanjra, Mediq Fnedaq, Chefchaouen, Tétouan, l'Arayesh, Safi et les reliefs d'Al-Husseima. Elles seront accompagnées localement par des chutes de neige, des chutes de grêle plutôt, et puis des averses orageuses de niveau orange ce soir et demain encore sont prévues dans les provinces qui s'inscrivent sur votre écran à l'instant, à savoir Inzganait, Melouch, Choukaït Baha, Chichawa, El Jadida, Barchid, Nouassar, Casablanca, Mediouna, Mohamedia, Ben Slimane, Skhera Temara, Rabat, Saleh, Misset, Qnetra, Sidi Qassam, Sidi Slimane, Wazan, Taounet, Sidi Ben Nour, Stat, L'Hajeb, Fez, Moula Yacoub, Meknes, Tazas, Farouk, Ribgar, Hamna, Youssoufia, El Haouz. Et puis, préparez-vous également à des chutes de neige à partir de 1400 mètres d'altitude, de niveau d'altitude, à savoir Ifren, Khnefra, Midelt, Blimlel, Azilal, Haouz, Chefchaouen, L'Husseima, Taroudan, Boulmen, Sfro, Taza et L'Hajb également. Nous le disions donc parmi les villes où il a beaucoup plu et où il pleuvra encore des cordes. Martil, province de Tétouan, ces précipitations ont enregistré des pics très importants. Elles ont également inondé plusieurs quartiers et paralysé plusieurs axes routiers. Les eaux se sont aussi infiltrées à l'intérieur de plusieurs maisons. C'est un reportage de Fnachak El Alaoui, Abdelali Gennouni, sur un récit de Nisri El Hamdaoui. Martil, province de Tétouan, hier soir. Des chaussées submergées par les eaux de pluie. Les conducteurs de ces voitures continuent de rouler, même si le risque d'endommager leur véhicule est grand. Hier, jusqu'à 6 h du matin, les hauteurs des pluies ont frôlé les 97 mm à Tétouan. De quoi inonder certains quartiers de la ville. Ibn Khaldoun en est un. L'eau a investi les habitations. Leurs occupants sortent les moyens du bord. En vain. Pour eux, cette scène, c'est du déjà-vu. Ce n'est pas la première fois que nous nous retrouvons ainsi, les pieds dans l'eau. Si nous n'avions pas appelé les autorités locales, nous serions envahis par les eaux de pluie. C'est toujours le même problème qui se répète. L'année dernière, mes meubles avaient été endommagés. Et cette année encore, tout a été envahi par les eaux. Vous savez, toute la saleté des égouts monte à la surface et s'infiltre chez nous. Et maintenant, j'ai tout perdu. Je n'ai même pas où dormir. Les autorités locales s'activent pour déboucher des égouts en piteux état. Les habitants des quartiers situés au bas de la ville payent eux aussi un lourd tribut. Quand il pleut de façon continue pendant plusieurs heures, il est difficile d'empêcher l'infiltration des eaux dans nos maisons, car les égouts n'arrivent pas à évacuer toute cette eau abondante. Les dégâts sont là. Certains voisins ont essuyé de nombreuses pertes.
Cette nuit encore, il va pleuvoir fortement dans le nord du pays. Et retenez à présent les hauteurs de pluie relevées en millimètres pendant ces dernières 24 heures. 97 mm à Tétouan, 88 à Chefchaouen, 76 à Taroudan, 55 à Rabat Salé, 52 à Agadir Massira, 40 à Tanger, 36 pour El Jadida, 33 mm pour Rabaville, 32 à Kazaranfa, 31 à Ben Slimane, 22 à Knetra, 20 à Titmellil, 19 mm à l'Arayesh et puis 17 mm à Taza, Agadir Inzgan, 14 à Nouassar, 10 à Sidi Ifni, 9 à Ouarzazate Fez, 8 à Tiznit El Husseima, 7 à Stat, 6 à Ifren et 5,2 mm à Essaouira Aéroport et puis 5 à Meknes, Nador, Taourir, Khribga, Marrakech et puis 1 à Oujda, Safi, Bni Mellal et Essaouira. Et en ces temps pluvieux, les parapluies ne sont pas nos seuls fidèles compagnons, puisqu'il fait également extrêmement froid. Nos grosses écharpes et nos gants le sont tout aussi. Difficile évidemment de s'en débarrasser. Et puis vous le savez, le froid, la saison hivernale est particulièrement rude en montagne et dans ces zones montagneuses. Les habitants essayent tant bien que mal de résister face aux rigueurs de l'hiver, avec notamment le bois de chauffage. C'est un reportage de Ahmed Fadele sur un commentaire de Boubacar Ben Ghabret, un reportage réalisé donc dans la ville d'Azro. À 1250 mètres d'altitude, les hivers sont rudes à Azro. Pour les habitants de ces zones montagneuses, pas question de mettre le nez dehors. Les températures affichent des valeurs négatives. Alors, on reste au chaud autour d'un feu de bois. Le crépitement des flammes berce le corps et le cœur. Le four nous permet de nous chauffer, de faire cuire notre nourriture. C'est un plaisir que de rester autour du feu. Sans chauffage, je ne peux pas faire mes devoirs ni réviser mes leçons, encore moins dormir. Quand je me lève tôt le matin et après le petit déjeuner, je reste près du feu quelques minutes avant de prendre le chemin de l'école. Vous savez, le bois de chauffage est indispensable. On utilise en moyenne entre 3 et 4 tonnes par an et plus selon les besoins. La forte baisse des températures fait flamber les prix du bois de chauffage, indispensable pour les populations de haute montagne. Nous procédons à la coupe du bois, des réceptions des troncs qui mesurent entre 2 et 2,5 mètres. Chacun vient ensuite acheter la quantité de bois dont il a besoin. Cela varie entre 2 et 3 tonnes. On peut se passer de nourriture, mais pas de bois de chauffage. La consommation moyenne par an atteint les 12 millions de tonnes au Maroc, dont 50% proviennent de la forêt. En milieu rural, les chiffres par an et par ménage atteignent les 49 quintaux. Nous parlions tout à l'heure de Martil, province de Tétouan. Eh bien, Casablanca également sous les eaux. Après de fortes pluies qui se sont abattues sur la ville et sa région également, un pic de 53 mm y a été relevé. Ces intempéries ont occasionné plusieurs gênes pour les habitants. Elles ont également causé plusieurs dégâts matériels. Les Casablancais se posent naturellement beaucoup de questions. Et celle qui revient sur toutes les lèvres, c'est la suivante. À qui incombe la responsabilité? C'est un reportage de Saïda Idrissi sur un commentaire de Sarah Katir. Les Casablancais font le bilan des dégâts causés par les inondations qui ont frappé la métropole il y a 2 jours. Certains habitants de la ville qui ont vu les eaux envahir leurs demeures et leurs voitures ne savent pas trop comment réagir et peinent même à définir à qui incombe la responsabilité. Notre mission principale, c'est de contrôler la bonne exécution du contrat de gestion délégué. Et d'autre côté, de représenter les citoyens. Les citoyens ont connu des problèmes. Et j'ai écrit à la LIDEC pour lui demander de traiter les réclamations des citoyens, de voir avec les contrats d'assurance qu'il est dans l'obligation d'avoir, dans le cadre du contrat de gestion délégué, la possibilité, et dans le cadre bien sûr réglementaire, de rémunérer les personnes concernées.
Et pour se faire indemniser, certains citoyens ont eu recours à l'association de protection du consommateur, qui a reçu un grand nombre de réclamations à travers ses guichets suite aux dommages occasionnés par cette montée d'eau. D'autres ont eu recours à la justice pour réparer ces préjudices. Il y a lieu de constater qu'il y a des réclamations concernant effectivement le problème de l'assainissement dans la ville de Casablanca. La responsabilité incombe au délégataire de service. C'est lui qui est responsable, c'est la commune qui est responsable. Donc, sachant très bien que nous payons dans nos factures la consommation d'eau, d'électricité, et nous payons aussi la consommation de l'assainissement. Il est logique que les personnes ayant subi des dommages recourent à la justice pour se faire indemniser. Moi, personnellement, j'ai reçu les dossiers de certaines familles qui n'ont plus de toit pour les abriter. C'est la responsabilité des communes et de la société gestionnaire, car ces précipitations étaient prévisibles et non une force majeure. En attendant de définir les responsabilités, les citoyens sinistrés se débrouillent tant bien que mal, seuls, livrés à eux-mêmes face à des précipitations prévues et prévisibles. La crise du Covid a infligé des pertes considérables à plusieurs secteurs, celui de l'offshoring en fait partie. Mais grâce à une bonne stratégie de résilience, eh bien, les professionnels du secteur ont pu gagner la bataille face aux mornes chiffres, la bataille également face aux pessimistes prévisions. Plus concrètement, comment y sont-ils parvenus? La réponse tout de suite avec Sarah Katir que nous retrouvons cette fois-ci avec Leila Asli. Représentant quelques 120 000 emplois au Maroc et 3% du PIB, le secteur de l'offshoring a été mis à rude épreuve par la pandémie due à la Covid-19. Le secteur a toutefois vite rebondi après l'onde de choc, telle cette entreprise qui accompagne des clients dans le monde entier en matière de cybersécurité et qui a pu reprendre son activité pour finir l'année 2020 avec un rythme de croissance similaire à l'avant Covid-19. On a réussi à maintenir notre activité, à faire un développement, ce qui est exceptionnel en ces temps difficiles. La cybersécurité est malheureusement un secteur qui est aussi prospère quand il y a des crises, quand il y a des situations inattendues qu'il faut gérer. Donc beaucoup de nos clients ont fait appel à nous. Pas tout de suite quand il était question de confiner tout le monde parce que les préoccupations étaient plutôt pour s'assurer que tout le monde est en bonne santé et que tous les dispositifs assurent l'intégrité, encore une fois, physique de nos collaborateurs. Après, on a observé un regain de l'activité sur le dernier trimestre de 2020. La crise liée à la Covid-19 a certes porté un coup au secteur de l'offshoring. Elle a néanmoins été un facteur de transformation et un accélérateur de certaines tendances tel le télétravail. Le secteur de l'offshoring a démontré qu'il était un secteur résilient, capable de s'adapter rapidement à cette situation. Bien sûr, nous avons souffert comme beaucoup de secteurs, mais rapidement, nous avons su passer au télétravail en mettant en place les investissements qu'il faut. Et rapidement, nous avons aujourd'hui su reprendre une croissance et une compétitivité. Et bien sûr, cette année, nous sommes ravis de pouvoir retourner à un niveau qui était comparable au début de l'année. Le secteur a su également tirer profit de l'accélération du e-commerce et des services à distance de façon générale, permettant le recours à des services clients externalisés, ce qui a compensé les pertes enregistrées par le secteur en début de pandémie. Prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 février de l'année en cours sur l'ensemble du territoire national. Décision prise par le gouvernement afin de garantir l'efficacité des efforts engagés dans la lutte contre la propagation de la pandémie. Décision motivée également par l'évolution des principaux indicateurs liés au Covid dans les différentes régions et provinces du Royaume. Cette prolongation prévoit des dispositions permettant à l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur de prendre toutes les mesures appropriées à l'échelle nationale. Elle permet également aux walis des régions et aux gouverneurs des préfectures et des provinces de prendre toutes les mesures exécutives, et cela pour maintenir l'ordre public sanitaire au niveau d'une préfecture, d'une province ou alors d'une commune. Au plus, la prolongation de l'état d'urgence sanitaire a été annoncée par le Conseil de gouvernement tenu aujourd'hui à Rabat.
Et justement, focus sur les travaux du Conseil de gouvernement réuni aujourd'hui à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement, Saadi El Athmani, qui a relevé que le comité de veille économique a constaté que l'activité économique nationale poursuit son redressement progressif suite au développement récent de certains indicateurs conjoncturels clés, à savoir l'atténuation de la contraction du PIB trimestriel de 8 points, l'allègement du déficit commercial et des avoirs officiels de réserve couvrant plus de 7 mois d'importation de biens et de services. Le Conseil a également adopté 3 projets de décret, des projets de décret qui sont relatifs notamment à l'exercice des professions de la rééducation, de la réadaptation et de la réhabilitation fonctionnelle, ainsi qu'un projet de décret portant sur le code de la route. Faisons à présent le point sur le bilan journalier lié au Covid-19. 1597 nouvelles infections au coronavirus depuis hier 18h. La décrue se maintient. Les services de réanimation demeurent cependant malheureusement sous pression avec pas moins de 1100 cas graves ou critiques. Le total des cas actifs avoisine les 20 464 et nous déplorons malheureusement 27 décès en 24 heures seulement. Sachez également que 623 personnes sont sous ventilation non invasive et 75 patients, c'est cela, placés sous intubation. Le taux de létalité reste inchangé à 1,7% et le taux de guérison est de 93,7%. Et puis à l'échelle internationale, c'est plutôt la nouvelle variante du Covid qui suscite beaucoup d'inquiétudes et qui ne cesse de faire grossir le nombre des contaminations. La situation semble échapper à tout contrôle dans certains pays européens, notamment l'Angleterre. Les hôpitaux britanniques craquent. Ils sont effectivement confrontés à un afflux record de patients. Le gouvernement cherche actuellement des lits disponibles dans les maisons de retraite et se dirige également vers le secteur privé. Et puis en France, 2 clusters à risque de la nouvelle souche du Covid ont été découverts hier, une souche rapidement contaminante. Également dans l'actualité internationale, après une nuit d'inédite violence, le futur président élu Joe Biden a eu la certification électorale du Congrès américain. Il endosse déjà le rôle du dirigeant chargé de panser les plaies d'une Amérique meurtrie et divisée. Le prochain président américain qui s'installera à la Maison-Blanche dans 13 jours s'est exprimé depuis son fief de Wilmington, la capitale fédérale, qui se remet peu à peu d'une nuit de chaos inimaginable. Le président sortant, Donald Trump, ne s'est plus exprimé depuis la diffusion d'une courte vidéo dans laquelle il appelait les manifestants à rentrer chez eux. Dans un bref communiqué, Donald Trump s'est également engagé à un transfert du pouvoir ordonné. Fin de citation. Retour à l'actualité nationale qui dit confinement, dit retrait du vacarme quotidien, introspection et également concentration sur soi. Des situations qui sont peut-être nouvelles pour la plupart d'entre nous, mais qui ne le sont pas tout à fait pour les artistes, ces créateurs de beauté et ces sublimeurs d'images ne sont pas effectivement, qui sont effectivement depuis la nuit des temps nourris de beaucoup d'inspiration à travers cette solitude volontaire justement. Eh bien, l'artiste peintre marocain Hassan Chahir en fait partie. Il fait partie de ceux qui n'ont pas vécu cette période de crise sanitaire comme une grande traversée de désert. Tout de suite, le reportage de Abdelali Gennouni et Zakaria Moqinbillah. Regardons. Avec doigté et précision, Hassan Chahir peaufine des traits, des courbes et des ondulations. Ces caractères graphiques sont devenus la signature caractéristique de la plupart de ses réalisations. Dans son atelier, l'artiste expérimente de nouveaux procédés. Une activité effervescente et ininterrompue, surtout en ces temps de pandémie. Je cherche toujours de nouvelles expériences à travers des résidences artistiques. La période de confinement a donné aux artistes l'opportunité de s'isoler et de travailler en toute liberté. Malheureusement, le contexte est celui de la pandémie du coronavirus, mais la vie continue. Nous devons focaliser sur l'avenir et tirer des conclusions utiles de cette expérience, à la fois pour soi et pour la société.
L'artiste multiplie les supports et les modes d'expression. Il excelle aussi bien dans le dessin, la sculpture et l'installation. Transmettre beaucoup en utilisant peu de moyens semble être sa devise, une sobriété qui rappelle le style minimaliste. Dessiner, c'est ma passion et ma profession. C'est la seule chose que je sais faire. Tous les jours, j'essaie de me surpasser et de sortir des sentiers battus. Je veux éviter la vacuité sans tomber dans la critique stérile, le pessimisme ou la négativité. Né à Roumanie, Hassan Chahir est diplômé de l'école des beaux-arts de Tétouan en 1987. Il suit des formations à l'étranger en infographie, vidéo art et expression plastique. Actuellement professeur de volume à l'Institut national des beaux-arts de Tétouan, il partage son temps entre enseigner aux nouvelles générations et poursuivre une fructueuse expérience d'artiste peintre, engagé et rigoureux. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.